Le podcast est présenté par ma boutique préférée pour équipements et vêtements de plein air, Altitude Sport, qui est une boutique 100% en ligne canadienne basée à Montréal. Ils ont plus de 400 marques. Et là, ils m'ont demandé de vous donner 3 conseils pour la course l'été. Ça tombe bien parce que je reviens d'une semaine à la Barbade où est-ce que j'ai été capable de prévoir qu'est-ce qui allait s'en venir l'été parce que là-bas, il fait très chaud. Puis, premier conseil, si vous voulez vous entraîner durant l'été, durant les périodes chaudes, sortez le matin. Le plus tôt vous êtes capable de sortir sans trop nuire à votre sommeil, le mieux ça va être. Parce que s'entraîner à la chaleur, c'est un élément qui limite la performance grandement et qui vient nuire massivement à la récupération. Deuxième chose, si vous êtes capable d'avoir non pas une casquette, mais une visière, donc avoir pas de top en haut de votre casquette, ça permet à la chaleur de s'enlever par le crâne et non pas juste de faire bouillir votre cerveau et votre cuir chevelu puis augmenter la température. Et le troisième conseil, si vous êtes capable de vous mouiller les cheveux avant de partir, ça va faire un énorme gain. Vous pouvez même mouiller vos vêtements avant de sortir. Comme ça, vous allez rester tempéré pendant toute votre course. Ça, c'est mes 3 conseils pour courir à la chaleur ou éviter la chaleur dans un de ces conseils-là. Bref, Altitude Sport, il livre tellement rapidement. Moi, c'est un des points majeurs pourquoi j'aime et je continue à commander chez eux. C'est que tu commandes et si tu es à Montréal, ça arrive la même journée. Si tu es ailleurs au Québec, ça arrive en 24 heures, mais tu es sûr d'avoir tes trucs. Puis des fois, tu commandes un peu dernière minute, tu sais, tes compétitions, tes trucs qui arrivent, puis là, tu y penses pas trop, puis tu fais « Ah shit, il me manque une paire de souliers, il me manque de la nutrition, il me manque une casquette, j'ai brisé mes lunettes. » Bien, ça arrive en 24 heures, puis tu es prêt pour tes compétitions. Allez sur leur site web, les infos sont dans la description du podcast et utilisez le code UPICA pour 20% de rabais. Profitez-en, 20%, c'est pas rien. Et bonne course cet été et on risque de se croiser à un événement quelconque. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Le grand retour et la conclusion, en fait, de ma série En route vers le marathon d'Ottawa. Je m'assois avec le coach Charles Castonguay et je réfléchis au parcours accompli et au marathon d'Ottawa en tant que tel. J'ai pris un certain temps avant d'enregistrer ce podcast-là parce que je voulais avoir le temps d'installer mes idées, je voulais avoir le temps d'essayer de comprendre mes émotions. Parce que, tu sais, quand tu te mets un objectif A, il y a vraiment un build-up émotif qui se construit autour de cet objectif-là. Puis quand tu arrives à la journée de la course et que la course est terminée, soit tu es sur un gros high, soit tu es sur un vrai down, soit tu es comme au milieu de tout ça. Puis les émotions se bousculent. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es content, fâché, triste, soulagé? Peu importe qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai voulu laisser redescendre tout ça pour avoir une espèce de compréhension plus terre à terre du dernier build marathon vers le marathon d'Ottawa et de aussi la performance lors de la journée comme telle. Je ne vais pas en dire nécessairement plus dans l'introduction parce que je pense que je fais un bon travail avec Charles d'expliquer ma pensée. Ce que je vais dire, par exemple, dans l'introduction, que je ne dis pas pendant le podcast, c'est un énorme merci à vous tous qui avez suivi cette série de podcasts-là, vraiment avec attention. Pour vrai, depuis le début du UPICA Podcast, il n'y a rien qui a été autant avec lequel les gens ont autant engagé. Et quand j'arrive dans des événements comme le marathon d'Ottawa, où est-ce que là, il y a évidemment... tu sais, quand je me promène dans la rue, il n'y a personne qui m'arrête pour me parler du podcast UPICA parce que la représentation des gens qui l'écoutent est quand même vraiment faible dans la population générale. Mais quand j'arrive à des événements comme ça, bien là, c'est une surreprésentation d'auditeurs du UPICA Podcast qui viennent me parler, qui me disent qu'ils suivent mon En route vers le marathon. Il y a plein de monde après qui disent hey, « j'ai hâte d'entendre le recap ». Ben
nous y voilà au recap. Bref, vous avez été nombreux à me suivre, puis moi, ça me donne envie d'en faire d'autres, des séries comme ça, de documenter encore. En fait, j'appelle ça la recherche de ma meilleure performance. Puis je pense que c'est un peu la trame narrative du podcast Upika, puis la trame narrative de cette série de podcasts-là. Donc, je vais en faire d'autres. La réception que vous m'avez donnée est vraiment extraordinaire. Et tout le love aussi sur le parcours. Le nombre de GoPH que j'ai entendu pendant mon marathon. Puis honnêtement, j'en reparle tantôt pendant le podcast, mais pendant un bon 18 km, j'ai payé comme un chien, là. Puis, fait que j'ai pas réussi à redonner autant de love aux gens qui m'encourageaient que j'aurais aimé le faire. Les GoPH que j'entendais quand j'étais la tête par en bas en train de me dire « Est-ce que je vais être capable de me rendre jusqu'au bout? » Parce que j'ai complètement explosé. Ben, complètement explosé. J'ai explosé. J'aurais aimé ça pouvoir lever la tête puis vous remercier puis vous donner des thumbs up plus souvent que ce que j'ai fait. Mais sachez que c'est pas parce que vous m'avez dit GoPH que j'ai pas répondu, que je l'ai pas entendu puis que ça m'a pas amené un pas de plus à la fois vers la ligne d'arrivée. Un marathon, c'est tough, hein? C'est une distance qui est tellement tough. C'est une distance qui ne pardonne pas. Puis tu peux tomber dans une place tellement dark dans ta tête. Mais à chaque fois que j'entendais un GoPH ou à chaque fois qu'on recroisait le parcours puis que là, je voyais du monde qui était en train de faire leur marathon aussi puis qui me cheerait, ben ça me donnait l'énergie de continuer. Puis merci à tout le monde pour ça. Puis merci à tout le monde de suivre le Upika Podcast, même d'encourager Upika aussi parce que vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir dit « Hey, j'ai du Upika dans ma bouteille pendant le marathon. » L'explosion en ce moment, puis là, je dis vraiment pas ça pour vanter le succès du brand, mais l'explosion dans les ventes, l'explosion dans l'espèce d'engouement autour du brand, ça me fait capoter. Vous êtes débiles. Fait que merci tout le monde. Puis si vous n'avez pas encore utilisé des produits Upika, allez au upika.ca et utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre commande. Merci la gang, puis bon épisode. Recap, marathon, dernier épisode du En route vers le marathon d'Ottawa avec coach Charles Castonguay. Donc, le marathon d'Ottawa est derrière nous. On est maintenant vendredi, c'était dimanche passé. Puis, essentiellement, la grande ligne, gros PB pour moi. Oui, quand même. Fait que de 2,48 à 2,44, 42,5 kilos sur la montre. Fait que, peu importe ce que ça veut dire, là, il n'y a aucun vraiment marathon qui tombe à 42,2. Puis je sais il y en pas a quelques-uns, mais c'est... Ouais, je sais pas si, comme tu fais... I guess que tu fais confiance à l'organisation d'avoir mis 42,2 puis tu fais pas vraiment confiance à ta montre. En fait, c'est toujours la ligne la plus directe. Donc, faudrait que tu... Je sais que Boston, ils l'ont, la ligne bleue sur le parcours. Okay. Mais il y a une variabilité, c'est sûr, de 100, 200, même des fois 300 mètres si tu as zigonné, si tu n'as pas pris la ligne la plus directe. Mais le 42,2 est supposé toujours être à la ligne la plus directe. Puis un marathon n'a pas le droit d'être en bas du 42. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'ils prennent la chance d'être un petit peu plus haut. Exactement, parce que sinon, ils ne peuvent pas être reconnus, etc. Là. Fait que c'est ça, 2,44,28. On passe de à peu près 4 minutes là, de PB. Toute la semaine, j'étais en réflexion sur comme pourquoi je me sentais pas comme vraiment bien avec ça. Ouais. Parce que le temps comme tel, j'étais content avec un PB. Genre, je peux pas être déçu de ça. Ouais. Mais j'essayais de comprendre pourquoi j'étais comme pas vraiment... Je réussissais pas à être heureux de ça. Ouais. Puis c'était pas que j'avais pas réussi, tu sais, parce que je m'étais mis comme objectif en bas de 2h40. Ouais. Mais c'était pas que j'avais pas réussi à faire en bas de 2h40. Puis je pense que dans les derniers jours, j'ai réalisé qu'est-ce qui me rendait pas vraiment heureux. C'est que j'en ai chié pendant 18 kilos.
Ah ouais, hein? Tu sais, un marathon, mettons, là, quand tu cours, puis surtout moi, tu sais, il y a plein de monde qui me reconnaissent sur le parcours, qui m'encouragent. Puis, tu sais, dans le passé, quand je faisais un marathon, puis qu'il y avait du monde qui me cheerait, j'étais comme, yes, genre, j'avais l'énergie ou l'envie de célébrer la course, tu sais, puis de, comme, avoir du plaisir pendant. Mais, là, à 24 kilos, j'étais défoncé. Done. J'étais complètement pété. On le voit bien sur tes stats. On le voit bien sur mes stats. Puis, quand j'ai terminé, j'ai commencé à réfléchir, à faire, bon, man, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, puis là, je remettais en question plein d'affaires. J'étais comme, si tu la prep, si tu... Puis, essentiellement, c'est vraiment plus simple que ça. Au kilomètre 3, j'étais à mon threshold. Mm-hmm. Puis, comme de fait, 1h15 dans le threshold, ce qui est la limite que tu es capable de rester habituellement dans le threshold. À la haute limite. La haute limite. Si tu as un système aérobique vraiment développé, 1h15, tu es capable de rester là, ben comme de fait, 1h15 plus tard, j'ai sauté complètement. C'est ça. Puis toi, tu l'as associé à tes jambes, mais c'est comme un symptôme de juste comme trop haut, trop longtemps. Exact. Puis tu fais exact. Puis, tu sais, dans le fond, encore plus simplement que ça, si, tu sais, je suis passé à 21.1 en 1:19:20. Fait que si j'étais capable de faire en bas de 2h40, je l'aurais fait. Dans le sens où si tu veux faire en bas de 2h40, tu peux pas passer bien plus lent que 1:19:20. Non. Tu pourrais, mais si tu fais split négatif, contrôlé. C'est ça, exact. Genre, t'es au début de ta zone 3, puis le boom, tu augmentes énormément. Je suis parti sur un pace, puis j'étais pas capable de tenir ce pace-là, dans le fond. C'est essentiellement, c'est aussi simple que ça, j'ai l'impression. Puis, mettons que je regarde tes temps, là, au début, 3,38, c'est normal, le premier kilo, on s'énerve. Ça arrive à tout le monde. 3,42, 3,46, 3,43, 3,40, 3,42. Fait que tu penses-tu que, mettons que tu aurais été conservateur à 3,46, 3,47, plus steady au début, ça l'aurait-tu fait une différence sur ton temps final? Je pense pas, parce qu'au début, tu sais, peut-être un petit peu. Ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est de me... Puis je veux qu'on parle de ça aussi. Ça a été de me pacer sur un parcours... vallonné. Parce que à l'intérieur même d'1 kilomètre, tu vas avoir 500 mètres à 3%, 500 mètres à moins 3%. Fait que là, comment tu fais pour faire un pace de 3,45, mettons, si ton pace c'est 3,45, comment tu t'arranges, tu sais? Fait que là, ce qui arrivait, ce que je sentais, puis je le voyais aussi dans les gens qui couraient autour de moi, quand ça montait, ben là, je travaillais plus, mais là, en redescendant, je me retenais un peu. Fait que là, ça faisait que je courais jamais vraiment avec un patron de course qui est steady. Puis, en rétrospective, je me suis mis à réfléchir à ça. J'ai pas fait, dans ma prep, j'ai pas fait de pace marathon, tant que ça. J'ai fait du tempo. Plus vite. J'ai fait plus lent. Mais j'ai pas fait... Tu sais, j'ai fait, mettons, dans mes longues courses, je faisais des fois de la zone 2. Fait que, tu sais, du LT1. T'en as fait pas mal. Mon tempo, j'en ai fait aussi quand même pas mal, du tempo. Mais aller dehors puis courir 5 kilos, 10 kilos, pace marathon ou à 3,45, je l'ai jamais fait. Fait que, tu sais, aller sur une place où est-ce que c'est pas plat, puis comme faire des... Tu sais, mettons le boulevard Champlain, là, où est-ce que des fois il y a des hubs. C'est sûr, c'est plat dans le coin des ponts, mais si tu fais toute l'autre séquence, là, où la piscine, puis tout, ça, c'est comme ça monte, ça descend. C'est un peu le même principe que... La rivière Saint-Charles. La rivière Saint-Charles, et ça, c'est ça. Des fois, ça monte, des fois, ça descend, mais au moins, tu es capable de, comme, te mettre dans les jambes, de courir. Fait que je pense que peut-être que j'aurais pu un petit peu mieux pacer avec l'objectif de 3,45. Mais reste que je pense que c'était trop ambitieux. Ouais. Puis ça m'a permis aussi de réfléchir. Je me suis dit, probablement que si j'avais couru, mettons que je m'étais dit, OK, là, à place de viser sub 2,40, parce qu'en plus, 3,45, c'est comme 2,38,15. Fait que si à la place de 2,38,15, on visait 2,42,0, probablement que là, ça aurait été beaucoup plus le fun comme marathon. Juste comme approche, puis comme mentalité en approche du marathon. Ouais, c'est ça. Puis j'aurais probablement pas payé comme un porc pendant 18 kilos. Puis c'est ça, au final, qui me faisait que j'étais pas satisfait de ma journée parce que j'ai pas réussi à enjoy le marathon tant que ça, parce que j'étais
trop défoncé. C'était pas une question de trop de pression ou quoi que ce soit que je m'étais mis. C'est juste que j'ai souffert pendant 1 heure. Tu sais, je veux pas, tu t'exposes quand même avec tout ce qu'on fait. Puis, mais ça me dérange pas. Oui, ça te dérange pas, mais t'en as quand même un petit peu. Oui, tout à fait. Que tu le veuilles ou non. Mais je veux dire, la pression, personne me l'a mis d'essayer de partir à 3,45. Non, c'est moi qui me l'ai mis envers moi-même. Puis c'était pas ça l'enjeu nécessairement qui a fait que j'ai pas eu de fun. C'est juste que pendant 18 kilos, je voulais arrêter. Ouais. Fait que ça, c'est pas un bon que j'ai déjà expérimenté souvent aussi. Là. Fait que tu sors un peu avec un goût amer de faire, bon, mais là, moi, je faisais ça pour le fun. Puis encore une fois, de documenter le parcours, oui, ça met de la pression extérieure, mais c'est pas ça le point. Je pense vraiment que le point, c'est je suis parti avec un objectif que je n'étais pas capable de faire. Parce que peut-être qu'on a surestimé l'objectif réel, peut-être qu'on a surestimé des tests sur tapis, peut-être, il y a plein d'affaires qui peuvent faire que l'estimé était un peu off. Peut-être qu'on a sous-estimé le parcours aussi. C'est sûr que la variation du dénivelé et tout ça, ça joue. Là, mais ouais, fait que je pense qu'essentiellement, c'est aussi simple que ça. J'essayais, dans ma tête, j'étais parti loin, j'étais comme, là, j'ai-tu fait trop de tapis tout l'hiver? J'ai-tu fait pas assez de volume? Puis là, j'ai replacé dans ma tête, mettons, le marathon de Québec que j'avais fait il y a 2 ans. J'avais fait 2,48 en faisant, 40, 50 kilos de course les mois avant, là, par semaine. Fait que je me disais, c'est sûr que c'est pas ça. J'ai couru beaucoup. Je me suis entraîné beaucoup. J'ai mis beaucoup de volume. C'est sûr que c'est pas ça le problème. Fait que je pense que, genre, à son plus bas, à diluer à son plus bas, là, l'évaluation, c'est que je suis parti trop vite. Trop vite, exact. Puis j'étais pas capable de tenir ce pace. Puis mettons qu'on t'aurait pas mis d'objectif du tout. Puis qu'on t'aurait juste laissé aller dans la nature comme ça, puis essayer de faire ton mieux. Penses-tu que t'aurais été capable de faire un 2,42, 2,40, mettons? Ben, c'est ça. Moi c'est ça mon point. T'aurais pu faire pas mal mieux. Je pense pas que j'aurais fait... Honnêtement, je pense que... tu sais, je suis passé à une 19-20 à 21,1, puis j'aurais pas pu passer... tu sais, si je m'étais dit, OK, pars en contrôle, j'aurais pas pu passer ben plus... Tu sais, mettons... je pense pas que j'aurais fait 2,40. Je pense que mon plein potentiel cette journée-là était autour de 2,42,0. Moi, je pense vraiment que... Puis si j'avais fait 2,42,0 en étant capable de courir dans le dernier 18 à place de comme jogger, je pense que j'aurais été vraiment, vraiment satisfait. Je pense que t'es dur avec toi-même, là, parce que t'as pas tant de jogger. Ben, non, c'est vrai, mais quand même, là, tu sais. Mais je pense que mon plein potentiel à ce marathon-là aurait été autour de 2,42. Moi, je pense aussi. Puis si j'avais fait 2,42,0, j'aurais été ultra content. Tu sais, j'aurais fait, hey, c'était ça l'affaire. Tu sais, c'est juste que là, je l'ai essayé, puis c'est bien correct parce qu'on pensait que peut-être ça allait passer, mais ça n'a pas passé partout. Ben moi, j'y croyais au sub 2,40. Moi aussi. Puis je pense que, tu sais, bon, c'est dur à dire. Je pense que dans des gestions d'efforts différentes, tu aurais pu t'en rapprocher, mais comme je te dis, c'est un coup de dé. Puis comme je t'ai dit au dernier enregistrement qu'on a fait, si tu fais entre 2,40 et 2,45, pour moi, ça va être vraiment bon. Puis là, c'est comme d'entrer dans la relation d'amour-haine avec le marathon, dans le sens que on est rendu à grappiller des minutes. Puis des fois, c'est d'essayer la stratégie couteau entre les dents, puis on se met sur la limite théorique, puis on essaye, puis ça passe ou ça casse. Puis, mais tu vois, moi, c'est ça que ça m'a fait. Tu sais, on passe beaucoup de temps. Je veux dire, on a fait 2 tests de lactate dans cette prep-là. On savait le threshold il est où. Là. On savait mon seuil anaérobie il était où. En heart rate, quasiment précisément. Fait que tant qu'à se dire, on part à la limite théorique, alors qu'il y a plein de variables comme le parcours, comme l'ondulation du terrain, comme tout, ben à la place, partons à la limite théorique des zones d'effort. Ben oui, c'est ça, exact. Fait que moi, c'est ça, je me disais, OK, mais là, dans le fond, moi, je suis parti en me disant, je vais faire 3,45, mais pourquoi je suis pas parti en me disant 168 de heart rate? Exactement. Puis on bouge pas de là. Puis tu ralentis si tu dépasses pas ça. Puis là, je m'autorisais à le dépasser en me disant, mais là, ça monte, fait que ça va redescendre tantôt. Puis là, finalement, tu arrives à 178, puis là, ça redescend. Ta moyenne est très élevée. Ça redescend pas, là, tu sais. Fait que je pense vraiment que mon prochain, parce que en finissant, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me donner 48 heures avant de... Mais là, je me suis dit, ah non, check, tu sais quoi? Je pense même que le prochain, je vais le faire, ça va être à Québec, sur un parcours qui n'est pas rapide, pour
enlever le PB, la tête ou quoi que ce soit, puis juste faire non, là, on le gère comme du monde. On le gère avec les zones, en sachant c'est quoi les zones. Exact. Puis on finit le marathon fort. Ouais, puis là, ça va vraiment avoir une meilleure. C'est sûr que tu as plus de plaisir à la fin. Filer pas mal mieux, tu sais, de faire ça que l'inverse. Ouais. Puis tu sais, c'est ça le couteau à double tranchant, c'est que tu connais la limite théorique. Puis moi, je l'expérimente. Ouais. Tous les mauvais marathons que j'ai eus, c'était exactement le même scénario que toi. C'est ça qui arrive. C'est exactement ça. J'arrive à 175. Moi, mon seuil est autour de 178. Puis là, déjà à 15 kilos, je suis là. Puis là, je suis comme, est-ce que je ralentis? Je ralentis pas. Puis là, finalement, une demi-heure plus tard, ça pète. Puis c'est exactement le feeling de jambes lourdes. Puis là, tu vois que tes fréquences, ils montent plus. Puis même qu'ils descendent. Ils descendent un petit peu. Puis là, demander à la fin, les 2 derniers kilos, tu es capable de remonter un peu parce que tu as récupéré. C'est exactement ça. Ouais, que tu as remonté à 180 à la fin. C'est précisément ce qui s'est passé. Fait que c'est un peu mathématique dans le sens, théoriquement, si tu arrives à ton seuil. Moi, Rotterdam, ça a été un de mes pires. J'arrivais à mon seuil à 30 minutes. Puis là, je me suis estiné avec mon cœur pendant 1 heure à dire non, ça va passer, ça va passer. Puis ça n'a jamais passé. Là. À 25 kilos, c'était fini. Puis ça a été une cassure bien plus drastique que toi. Ouais. Puis c'est la même chose que j'ai fait en début mai à Conway, au New Hampshire. Tu sais, j'étais arrivé à 25 kilos, j'étais déjà à 180, c'était une montée. Puis là, en redescendant, ça descendait plus. Puis j'étais comme, c'est fini. Là. C'est sûr que je pourrais pas finir fort. Ouais, c'est ça. Puis même si c'était un faux plat descendant les 21 derniers, j'étais comme, j'avais plus de jambes pour profiter de ça. Exact. Puis moi, j'aurais la même approche que toi. Pour mon prochain, je vais laisser mon cœur dicter le pace. Ouais. Puis ça va être parfait. Là. Puis tu vois, c'est intéressant parce que j'ai un client, moi, que j'entraîne, un ami client. Excuse-moi, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le pire, c'est que si on veut vraiment se fier à la théorie, ben théoriquement, ça va aller mieux si tu fais ça que l'inverse. C'est sûr, ça peut pas aller pire. C'est ça. C'est sûr, là, c'est sûr, parce que tu vas être en contrôle pendant 2 heures ou 1h45, puis après ça, tu vas te laisser dériver tranquillement au lieu de l'opposé. Parce que, puis, être capable d'amener, parce que, tu sais, mettons que tu fais autour de 2h40, si tu fais 1h40 en contrôle, puis qu'après ça, tu le laisses aller, puis tu dépasses ton heart rate, tu es capable de le soutenir. Ben oui. Fait que tu vas être capable de builder, puis de travailler fort. Puis le but, c'est pas de pas travailler fort, c'est juste de travailler fort, mais d'avoir encore des jambes qui sont capables de rouler. Exact. Puis c'est de comprendre aussi que le temps que tu peux gagner à avoir la limite théorique au début, tu peux en perdre 3 fois plus à la fin en cassant. Tu perds des 10 secondes par kilo à la fin. c'est ça, exact. Hey, ça, c'est des minutes à la fin. Là. Fait que, si tu perds des 3-4 secondes, 5 secondes au début, puis qu'à la fin, tu es allé chercher, tu build up, puis justement, tu vas chercher 3-4 secondes de plus vite, puis qu'au final, c'est un plus 2 minutes pareil, c'est un moins 2 minutes pareil sur ton temps de marathon. Fait que moi, j'ai le prochain marathon que je fais, je vais avoir exactement la même approche. Puis tu vois, je l'applique entre elles, comme je te disais. Je l'applique quand j'essaie des 100 km sur route. Puis encore une fois, le dernier que j'ai fait, je me suis testé avec mon cœur, puis encore une fois, ça n'a pas marché. J'ai cassé à 75 complètement ses genoux. Là. Puis je le savais que j'allais casser. Mais on dirait qu'émotivement, t'es comme, ça va passer. Puis ça passe pas. Exact, c'est ça. Ça peut pas passer. Parce que tu es aussi dans l'événement, puis tu te dis, non, c'est correct. Puis tu fais un peu, tu tais tes signaux, tu sais. Parce que si clairement j'avais écouté mes signaux au kilomètre 5, je me serais dit, qu'est-ce que tu fais? Genre, quand je suis passé à 18, il y avait 2 gars en arrière de moi. Je shout-out à ces gars-là, je pense qu'ils écoutent le podcast d'ailleurs. Quand on est passé à kilomètre 5, les gars, ils ont vu, tu sais, il y avait un chrono où est-ce qu'il y a la plaque. Fait que là, tu sais que c'est le kilomètre 5, tu vois ton temps. Je me rappelle plus exactement c'est quoi, à combien on est passé, mais il y a un gars qui a dit à l'autre, on est trop vite, on ralentit, puis je les ai perdus là, tu sais. Mais c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire, non, Chris, c'est vrai, man. Genre, moi aussi, là. Sauf que j'étais comme, non, man, ça passe. Ça passe, puis genre, finalement, t'es au threshold, puis ça passe pas. Ouais. Mais en même temps, c'est une belle expérience à expérimenter. C'est un apprentissage, exact. C'est comme ça que tu apprends à te connaître en tant que sportif, en tant que coureur. Puis là, tu sais le résultat mais je te garantis, par expérience, que quand mettons, tu fais 2h35 un jour, puis tu veux descendre à 2h30 ou à 2h33, tu vas refaire la même erreur. Exact. Je te le dis que tu vas la refaire. Parce que moi, je l'ai faite. Puis après ça, j'ai essayé de pas la faire. Je l'ai pas faite, mais je l'ai refaite après pareil. Parce que ça avait bien été la fois d'après. T'sais. Fait qu'on fait, puis on refait ces erreurs-là. Puis demander, c'est que quand tu veux aller chercher cette 30 secondes-là, cette 1 minute-là, tu l'essayes, puis tu n'écoutes pas les signaux, puis toutes les lumières sont allumées dans le dash, puis tu fais comme, c'est pas grave. Mais ça...
ça se peut-tu soutenir ça? Tu sais, c'est ça le point, la question qu'on se pose. C'est que, tu sais, mettons, moi, les élites, là, d'après moi, puis écoute, tu t'en connais plus que moi, mais les PB doivent jamais se faire en visant un PB. Les PB doivent se faire en suivant une course puis en s'écoutant. Mm-hmm. Parce que souvent, quand... Tu sais, mettons, mais je comprends un peu ce que tu comprends un peu ce que je veux dire. Je sais pas ouais. si... Parce que c'est le même équivalent que genre quelqu'un qui veut faire... Tu sais, mettons Charles Philibert Thibouteau à son 10 kilos. Là. Pas sûr qu'il visait un PB puis un record canadien. Non. Sauf qu'il a suivi la course, il a dû s'écouter. Puis comme tu me disais... Il a été stratégique, il s'est bien... C'est ça, exact. Il a bien fait sa course, il a bien géré son effort, puis il a fait un PB. Mais essayer un PB, si tu avais dit, OK, man, il faut que tu partes à ce pace-là. À 27,59. Peut-être qu'il aurait juste blowé up complètement. Probablement. Fait que j'ai quand même l'impression que de le faire, de ne pas viser surtout un pace sur route, quand les routes sont tellement pas constantes. Je pense que c'est peut-être plus l'idée. Là. Ouais, puis en même temps, tu as l'autre côté de la médaille que si, mettons... je prends un Thomas Fafard qui fait 13,05 au 5000. Là. Ben, tu sais, si tu fais une course avec le feeling puis que le pack qui est sur un pace de 13,45, ben, tu vas pas le faire, le 13,05. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu le pousses ton pace aussi, il faut que tu l'essayes. Fait que ça dépend. C'est très variable d'une course à l'autre, je dirais, mais ouais, c'est ça. Je pense que pour que ça arrive, il faut que les as soient alignés. Il faut que tu ailles. Mettons là, que tu aurais eu un pack devant toi là, qui te bloquait là, le vent, puis qui te faisait ralentir au bon moment, accélérer au bon moment, puis qu'à 32 kilos, tu aurais été capable de les dropper parce que tu te sentais mieux, etc. Puis on en parlait justement. J'ai vu Charles en musculation il y a une couple de jours, puis il m'a partagé ses stats de fréquence cardiaque. Puis la réalité, c'est que jusqu'à 8 kilos, il était derrière Levens. Puis tu regardes ses fréquences cardiaques, puis la moitié de sa course, il est en zone 3, puis l'autre moitié, il est à ton seuil. Fait que c'est sûr que ça allait bien aller. Il était jamais dans la zone rouge complètement. Fait que quand il a décidé de crisser une mine, ben, il l'avait dans lui. Il y avait le torque final qu'il pouvait, parce qu'il avait bien joué ses cartes, là, tu sais. Fait que si tu regardes un autre gars comme Kipchoge qui fait un sub 2 heures dans un environnement ultra contrôlé, puis lui, il s'était calculé sur des tests de tapis, des tests de trucs, puis là, il l'a fait son 2 heures parce que tous les paramètres étaient parfaits cette journée-là, cachés. Sur un terrain complètement plat aussi. Exactement. Fait tout ça, je fais que ça, oui, je peux le comprendre. Mais c'est pour ça que, tu sais, nous, mettons, le pace théorique, on l'avait calculé ici, là, sur un tapis. Exact. Arrêté. On n'a jamais calculé, OK, comment j'étais capable de... Puis c'est incalculable, là, mais comment je suis capable de tenir sur un parcours sinueux, comment je suis capable de... un parcours de Rolling Hills, comment je suis capable de tenir en descendant, comment je suis capable de tenir en montant. Puis, tu sais, ça, on l'avait pas parce que c'était contrôlé. Fait que peut-être que oui, le pace théorique, c'était capable de le tenir dans un environnement contrôlé le plus possible. Exact. Mais sinon, c'est vraiment l'apprentissage que j'ai, c'est que le prochain, c'est sûr que... J'y vais avec la théorie du cœur. Le cœur dicte l'effort. Et non la théorie du chrono. 100%. Je suis d'accord avec Puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Exact. Mais mon feeling, c'est que ça va être de un, beaucoup plus plaisant, le fun pour moi. Mais de deux, j'ai l'impression que ça va sûrement mieux aller aussi. Non, clairement. Puis, tu sais, je veux dire, on s'entend que tu as quand même fait un meilleur temps par 4 minutes aussi. Exact. C'est vraiment bien. Exactement. Moi, quand j'ai vu que tu avais passé en 2,45, j'étais quand même très content pour toi aussi. Puis je suis aussi vraiment content de la fortitude mentale de ne pas arrêter. Parce que, tu sais, quand tu commences à négocier avec toi-même, puis là, il y avait comme un passage au kilomètre 27 qui passait juste à côté de l'arrivée, puis ma blonde était là pour me feeder. Puis, man, la sortie de secours, là, tu sais, j'étais là, man. Puis je me suis dit, puis là, quand j'ai vu ma blonde qui avait comme la bouteille, puis je me suis dit, soit remercie ta blonde puis sois heureux de la voir puis pense à rien d'autre. Fait que là j'ai fait thumbs up, j'ai pogné ma bouteille puis là dans mes lunettes j'étais comme
je vais mourir ici, là, tu sais, je vais mourir ici, mais au moins de faire ça, de virer l'espèce de... J'aurais pu arrêter, marcher à côté, puis j'avais vraiment envie de faire ça. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas ou qu'on le fait. Ouais. Moi, il y a le phénomène, je le comprends pas, là, c'est une résilience mentale, là, mais des fois, ça passe à un cheveu là, de marcher puis de complètement bousiller tout. À un mini cheveu. Puis c'est quand je suis arrivé au kilomètre 33 ou 34, ça faisait 10 km que je payais vraiment beaucoup. Là. Ça faisait 10 km que vraiment je me demandais, est-ce que j'arrête? Ouais, exact. Non, c'était au kilomètre 32, fait que ça faisait... mettons que quand tu commences à faire du 3,50, mettons au kilomètre 25, t'as droppé à 3,50 de ta moyenne, puis après ça, au kilomètre 32, t'étais dans les 4 minutes. C'est ça, au kilomètre 32, à amener, j'ai pogné un... Puis là, peut-être que c'est juste quand le corps tout fail, mais il fallait que je vire un cône. Ouais. Puis en virant le cône, j'ai senti une faiblesse complète dans les jambes. Puis j'ai fait genre, si, man. Puis là, je me suis dit, j'ai regardé ma montre, puis j'ai vu que il fallait que je cours comme en 4,15, puis je faisais un PB de 4 minutes. Ouais. Fait que j'ai fait, hey man, il y a un PB de 4 minutes qui est encore en jeu, là. Ouais, genre, là, t'arrêtes pas, là. T'arrêtes pas. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à courir sur le bord du canal, puis il y avait des boys qui avaient couru le 10 kilos la veille, là, des gars de Alexis Lepage, entre autres, qui étaient là, qui couraient le long du canal. Ouais. Puis je les ai comme juste dépassés, puis là, j'ai fait, hey, les gars, je suis cuit. Puis là, il y en a un dans la gang, je sais pas c'est qui m'a dit, tu sais qu'est-ce qu'on dit, hein? Si t'es cuit, prends des carbs, puis continue. Fait que là, j'ai sorti un gel Morten, j'ai pogné des carbs. Puis là, je me suis dit, OK, man, t'as un PB de 4 minutes en jeu. Genre. Puis là, à partir de ce moment-là, il y a plus une fois la question de peut-être arrêter. J'ai fait, hey, man, tu cours encore à 4,10, là. T'es pas en train de courir à 5 kilos, là. Tu cours encore à 4,10, ça va. Il y a personne qui te dépasse trop en arrière. C'est pas comme le gros spin négatif. Ouais. Fait qu'à partir de là, j'ai fait, OK, non, on se rend jusqu'à la fin. Puis finalement, je suis vraiment crissement content d'avoir fait ça, de m'être rendu jusqu'à la fin parce que justement, c'est un PB. On crache pas là-dessus. 4 minutes, c'est quand même très respectable. Exact. Mais tu sais, on parle de résilience mentale, mais c'est ton corps aussi qui envoie des signaux à ton cerveau, puis que ton cerveau, il te donne le feedback de c'est assez, là. C'est fini. Puis on pense qu'on va casser mentalement, mais la cassure mentale, c'est une cassure que ton corps est en train d'expérimenter au niveau physiologique. Fait qu'on pense que c'est juste mental des fois, mais non. Là, c'est tout ton corps t'envoie les signaux rouges d'arrêter. Mais la réalité, c'est que ton corps, il y a encore tellement de réserves. Il en reste, c'est ça. Fait que tu peux quand même maintenir le pace ou ralentir un peu. Puis là les signaux commencent à descendre un petit peu, justement, et à te laisser aller. Mais là, tu arrives dans cette zone-là où là, ton corps, ton cerveau, il est juste comme là, c'est fini. Là, on n'a plus de réserve, mais finalement, tu as encore 30-40%. C'est ça, c'est parce que c'est vraiment quand j'ai cassé autour de ces kilos-là que c'était le pire. Ouais. Ça a été un 5-6 kilos horrible, là, de comme tout me disait d'arrêter. Puis une fois que tu passes ça, puis que là, tu cèdes dans un rythme plus bas, mais que ton corps est capable de courir quand même. Tu sais, 4,05, je veux dire, je cours ça, man. Quand même vraiment facilement dehors. C'est ton seuil. Ils ont pas c'est ça, exact. Fait que là, ça a passé. Fait que ça, je suis vraiment content. Puis après ça, je suis content du résultat final, du PB, puis tout. Puis je suis aussi content de l'apprentissage que j'ai fait. Parce que puis là, au début de la semaine, j'étais vraiment pas sûr de comment je me sentais. Là. Ben c'est normal. Mais là, j'ai vraiment envie d'en refaire un puis de le faire comme ça. Nice. Je suis vraiment excité. Je me dis, OK, non, là, ça n'aura pas le dernier mot sur moi, cette histoire-là. Puis c'est ça, je pense que ça va être beaucoup plus le fun comme expérience. Non, clairement. Puis mettons, le pace marathon qu'on t'établit, faut pas oublier que c'est une mesure indirecte, parce qu'on n'a pas de mesure de VO2 max et tout, là, mais c'est une mesure indirecte qu'on calcule à partir de tes seuils, mais que je fais des moyennes avec ta VAM qu'on a calculé aussi. Fait que, c'est pas parfait non plus comme calcul. Puis si on voudrait être très conservateur, on te le mettrait quasiment à LT1, hein, ton pace marathon. C'est ça. Fait que, mais la réalité, c'est que les gens très endurants sont capables de faire mieux que ça. Puis je te mets dans cette catégorie-là, étant donné le volume que tu fais et tout ça. Là. Mais c'est ça. Là, on le sait que tu es capable de courir. C'est quoi ta moyenne? 3,52. 3,52. Ouais. Tu es capable... Théoriquement, tu es capable de faire ça. Donc, si tu mettons, tu fais un marathon à Québec, puis tu build up, puis d'après moi, tu es capable de battre cette moyenne-là, c'est sûr. Ouais, moi aussi, je pense. Puis, tu sais, pour te donner, j'allais te parler de l'exemple d'un ami client à moi, que... on s'est parlé un peu en panique le vendredi parce que là, son gars était malade. Puis là, il y avait
Lui, il a testé au streptocoque aussi, mais il n'y avait aucun symptôme. Puis là, j'étais comme, vas-y pas, parce que je dirais pas son nom parce que j'ai pas demandé la permission, mais il va se reconnaître, là, puis je pense pas que ça va le déranger. Puis là, il était comme, tu sais, j'aimerais ça quand même l'essayer, j'ai pas de symptômes. Puis là, j'étais comme, tu sais, théoriquement, ça peut pas bien aller. Là. Fait que moi, j'étais comme, vas-y pas. Fait que lui, il dit, non, je vais y aller, puis tu sais, je vais me qualifier pour Boston, puis ça va être correct. Puis tu sais, son PB, c'est 2,33, à peu près 2,34. Okay. Puis il est parti avec la philosophie de justement, tu sais, vu que je vais casser parce que je suis potentiellement malade, je vais partir conservateur, puis je vais builder up. Puis tu vois, je regarde ses stats de fréquence cardiaque. Son seuil, je vais l'estimer à 180 environ, parce qu'on a déjà fait des tests dans le passé. Puis, justement, il est à 168. Puis là, il bat tranquillement, il accélère. T'sais, le premier 10 kilos, super en contrôle. Bah, il accélère, puis finit le gars à 3, en 2h30 sur marathon. Ah ouais, hein? Puis, tu sais, c'est à peu près ce qu'on avait calculé dans son premier test. Mais, tu vois, avec une stratégie complètement différente parce que je pense que je vais casser parce que je suis peut-être malade. Ben, tu sais, je vais y aller mollo, puis je vais voir comment ça va. Puis, ben, tu sais, mollo, on s'entend qu'il a parti à 3,40 kilos, 3,38, puis il a fini à 3,29. Mais il est resté dans sa zone 3 au début. Exactement. Il a pas touché à 3 à son seuil. Puis là, c'est ça. Tu sais, il a fait un super beau parcours à cause de ça. Fait que, tu vois, juste la crainte de casser, ben, ça y a amené à avoir un meilleur marathon. Qu'il a trippé aussi, là, tu sais. Il a probablement trippé pas mal plus aussi de le builder comme ça. Oui, exact. C'est ça, quand tu accélères à la fin à place de casser, c'est pas le même vibe. Là. Non, puis je te comprends. Partir avec le couteau dans les dents, c'est le fun. Mais après 17 kilos, là, quand t'es dans la marde, c'est plus le fun. Puis la marde vient vite quand même. Là. Dans un marathon, elle peut venir vite. Comme on disait tantôt, tu le sais d'avance. Tu t'écoutes pas, tu te dis ça va être correct, mais tu le sais. Tu sais, fait même les premiers kilos, tu les enjoy pas tant que ça parce que tu te dis qu'est-ce que je fais en ce moment? Là? Genre, je suis bien trop vite. Là. Puis tu payes le prix. Là. C'est ça. Ouais. Mais on vit tout un peu dans le déni, puis on essaie de se convaincre que ça va être correct, mais ça l'est pas. Fait que, tu sais, moi, je pense que le monde qui ont écouté, parce que là, c'est le dernier, dernier chapitre. By the way, merci à tout le monde qui ton suit. Ton prochain, ça sera le dernier chapitre. Non, mais là, dans le sens, c'est le dernier chapitre pour en route vers le marathon d'Ottawa. Ce sera un autre podcast pour une autre fois. Là. Mais ouais, fait que, tu sais, moi, honnêtement, en rétrospective, parce que aussitôt que j'ai fini le marathon, j'étais en train de me dire quel a été le problème externe, tu sais. Puis, honnêtement, je ne retoucherais pas au build-up, je ne retoucherais pas à rien que j'ai fait. Moi, je ferais exactement différemment. la même chose. C'est juste, jour de course, j'ai été trop vite, trop rapide dans le threshold. Point final. Mm-hmm. C'est ça l'histoire. Il n'y a rien d'autre. Parce que la préparation, j'ai trop couru sur le tapis, mais dans le fond, ça n'a rien à voir. Man. La semaine avant, j'avais fait un 34 kilos en faisant 16 kilos pace marathon. Le soir, j'étais A+ au niveau des jambes. Genre, ça n'a pas rapport. Là. C'est pas ça. Là. J'ai vraiment pas l'impression que ça l'a joué. En fait, si tu avais couru 100% sur le tapis, j'aurais dit oui, c'est certainement un facteur. Mais là, tu as quand même fait des longues à l'extérieur sur l'asphalte. Puis tu l'as pris le loading de l'asphalte aussi. Puis tu as fait des longs moments. Tu disais tantôt que tu n'avais pas fait beaucoup de pace marathon, mais tu en as fait quand même. Tu as fait des 6x3 ou des trucs comme ça. Bref, tu as totalisé des 15 kilos dans les sorties de 30. Mais je m'organisais pour essayer de les faire sur une place plate. Facile. Mais la réalité, c'est que j'aurais dû essayer de les faire sur une route pas plate. Puis la réalité, c'est que peut-être que, mettons, essayer une autre stratégie de dire oublie les paces. Puis travaille dans tes zones. Puis tu sais, pour le prochain marathon que tu décides que tu vas faire après ton repos, travaille dans les zones. Tu sais, parce que j'ai jamais réellement couru. Tu sais, je repense à la préparation, mettons, là, j'ai jamais réellement couru à 168 de fréquence cardiaque pendant des longues périodes de temps. Si je passais à 168, c'était parce qu'il fallait que je passe vite de 168 jusqu'au threshold. Exact. Mais mettons 20 minutes, 25 minutes, zone 3, mid-zone 3 ou haute zone 3, j'ai pas vraiment touché à ça. Fait que je sais pas comment ça feel. Fait que peut-être que juste de me le mettre un peu, d'en faire un petit peu plus, juste pour savoir comment ça feel, pour pouvoir justement commencer un marathon dans cette zone de sensation-là.
peut-être que ça serait intéressant de le faire un peu. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis faire de la vraie zone 3. C'est ça, pas exact. juste du seuil aérobique ou du seuil anaérobique. La zone dans le milieu, c'est là que ça se passe un marathon. Ouais, c'est là que ça se passe. Puis si tu sais pas comment tu te sens. Exactement. Ouais. Exactement. Puis c'est normal au début que cette zone-là, ton 165, 168, soit plus lent que ton pace. Ouais, c'est ça. Mais vite, tu vas voir que ça se développe. Puis à cette fréquence-là exacte, tu vas aller bien plus vite. Puis c'est tout le temps sur fréquence cardiaque puis perceived effort. Tu devrais... J'allais dire un peu ce commentaire-là, c'est que sur un marathon vallonné, la perception d'effort est extrêmement importante. C'est-à-dire que si tu arrives dans un faux plat montant qui est interminable, théoriquement ralenti parce que ta perception d'effort devrait être la même exactement. Ouais, exact, c'est ça. Mettons que tu es à 6 ou 5.5, tu ne devrais pas monter à 7 pendant l'autre. C'est sûr que ça va... Au final, tu accumules beaucoup trop d'efforts puis de dépenses énergétiques. Tu vois, mettons, c'est pour ça que la perception d'effort, c'est capital, puis il faut vraiment que je m'améliore là-dessus, parce que si je te dis, OK, je fais un 2h40 de bike, en estimant, ça va être quoi mon wattage moyen que je suis capable de tenir sur 2h40 de bike, quand tu arrives dans une montée, tu shift down pour pousser 240 watts. Ouais. Quand tu arrives dans une descente, il faut que tu shift up pour pousser 240 watts. Exact. Fait que tu es tout le temps à même effort. Exactement. C'est toujours le même effort perçu parce que c'est toujours le même wattage. Ouais. Sauf qu'à la course à pied, étant donné qu'on n'est pas capable de calculer le wattage, Ça se calcule, mais c'est un peu boboche. c'est ça, c'est pas optimal. Parce qu'il y a aussi plusieurs facteurs biomécaniques qui sont pas exacts. Là. Mais la perception d'effort dans une montée ou dans une descente devrait être la même. Oui, c'est ça. Puis c'est pas du tout le cas parce que quand ça monte, tu es à bloc. Puis quand ça descend, là, tu te retiens pour descendre tes fréquences cardiaques, mais ça marche pas de même. Puis c'est pour ça que je te dis, s'il y a 1 kilomètre, mettons que tu veux faire 3,45 ou 4 minutes du kilo, 1 kilomètre à 500 mètres à 2 500 mètres à moins 2 c'est normal que si tu ralentis en montant, tu accélères en descendant, tu vas faire 3,45 à la place de pousser en montant pour rester à 3,45. Finalement, en descendant, mais là, tu es à 3,40, fait que ton kilo est à 3,40 à la place d'être à 3,45. Puis, petit commentaire pour les fabricants de montres. Vendez donc un inclinomètre que tu te mets au niveau de la tête. Là. Pas un inclinomètre, mais un inclinomètre, en fait. Puis là, tu te le mets sur l'épaule. Puis là, quand tu es en montée de 5%, ça te dit l'allure. Comme Strava fait, là, l'espèce d'allure modifiée en tout cas, peu importe. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que si tu as un pourcentage de 5%, parce que je pense qu'avec la montre, ça serait quand même compliqué. Là, mais ça te donne, OK, tu es à telle allure relative par rapport à l'inclinaison que tu fais, puis même chose quand tu es en descendant, etc. Là. Ça serait quand même intéressant. Probablement que ça serait plus exact si c'était dans le semelle du soulier. Oui, exact. Tu sais, qui peut te donner direct, quand ton pied touche au sol, il sait exactement c'est quoi l'inclinaison. Genre, je sais pas s'ils peuvent mettre ça dans le whoop, pas dans le whoop, mais dans l'espèce de pod qu'il met sur le pied. Là. Ouais. Mais c'est sûr, il faut que ta perception d'effort reste pas mal la même. Puis moi, j'essaie de faire ça, mais c'est sûr qu'en montant une côte, ça va monter un peu. C'est ça, Si t'es chanceux, ça va redescendre après, mais si t'étais déjà limite, ça va pas le faire. Ça va passer, exact. Mais bref, fait que là, Marathon de Québec? Ouais, moi je pense que ça va être ça. Marathon de Québec, qui n'est pas reconnu pour un marathon rapide, puis qui est ici, qui me coûte absolument rien. Il y a aussi, je fais pas de plug nécessairement, mais il y a le Duchesnay, Marathon de Duchesnay, qui est complètement plat. Il part, mettons, de Duchesnay, il va au lac Sergent, il revient, puis après ça, il va à la base militaire. C'est plus fin novembre. Fin octobre aussi. Là. Fin octobre, c'était pas du tout pour les plugger, parce que je ne reçois rien pour ça, là, mais qui est plus relax, puis dans un environnement extraordinairement froid, on va dire, là, fin octobre. Là, mais celui-là, Québec, je l'aime beaucoup. Là, il est dans ma ville, il est fun, puis ambiance extraordinaire. Puis en fait, essentiellement, tu sais, Marathon d'Ottawa, j'avais 230 mètres de D+. Marathon de Québec, il en a 270. Puis le Marathon de Québec, il y a 150 mètres de D+, qui se passe en 3 km. Ouais, c'est ça, c'est la même. Essentiellement, il est plus plat que le Marathon d'Ottawa. Oui. Il y a un petit peu plus de D+, sauf que c'est juste 3 kilos. Puis une fois que c'est fini, tu remarques même pas le reste du D+. Non, c'est ça. Puis quand tu arrives en bas pour le dernier 15 kilos, quasiment flat jusqu'à la fin. Exact. Non, puis il y a le viaduc, je pense que tu le remarques un peu. Là, mais quand tu descends. T'es pas sur le viaduc, mais t'es en dessous le tunnel, qui est un petit peu plus costaud. Mais t'es tellement rendu à la fin. Ça dure 200 mètres. C'est quoi, c'est 37? C'est à 37 kilos. 37 à peu près, fait que c'est sûr que... Non, c'est un super marathon, là, c'est vraiment exceptionnel. Fait que, je pense que ça va être ça, puis ça va être vraiment le mot d'ordre, puis je pense que je vais essayer pour la préparation,
premièrement, je veux garder le setup natation, vélo. Puis, Non, je pense que ça te va bien. Là. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis là, avec l'extérieur, avec dehors en plus, là, je vais peut-être même mettre un petit peu de trail running. Ben oui, tu dans devrais. tout ça. Ouais, tu devrais. Puis juste pour slacker aussi un peu les quads puis tout. Là. Puis je pense que ça va être. Je vais essayer de me concentrer plus quand je dois faire des trainings d'intervalle et tout, vraiment plus sur le heart rate. Puis sur la perception d'effort que sur un pace. Un pace, ouais. Je veux vraiment essayer de me concentrer là-dessus parce que souvent même, je repense à des trainings que je faisais. Des fois, je visais tellement un pace que là, finalement, j'étais rendu dans le VO2 alors que c'était supposé être tu sais, mettons, le Michigan, là, à la place, le 1.6 de tempo, il était plus tempo, il était rendu à côté, Exactement. alors que j'aurais dû le contrôler plus, juste parce que je voulais, tu sais, un 3.30, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, les allures, c'est le fun. Puis à la fin, tu sais, au final, c'est l'allure qui va dicter ton temps. Exact. Mais peut-être que ça a du couteau à double tranchant, justement, parce qu'on est tellement... Puis moi, j'ai la même relation amoureuse avec l'allure, parce que t'es tellement stické sur ton... Tu regardes ta montre à chaque fucking 30 secondes pour voir c'est quoi ta fucking allure aussi. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, parce que de moment donné, si tu veux faire tel temps, c'était l'allure. Exact, t'as pas le choix. Tu l'as dans la tête, c'est sûr. Ouais. Mais si t'es capable de vraiment te décrocher de ça puis de regarder juste les fréquences, tu peux pas avoir une mauvaise expérience avec des fréquences. À moins qu'il arrive un pépin gastrique ou tu sais ça, il n'y a rien qui peut empêcher ça. Mais si tu es dans une zone contrôlée, début zone 3, la majorité de ta course, il n'y a aucune raison, si tous les paramètres vont bien en externe, que ça aille pas bien dans ton marathon à la fin, que tu sois pas capable d'ouvrir la machine. C'est sûr et certain. C'est sûr. Fait que c'est une très bonne stratégie. On n'a pas parlé de ça non plus, mais moi, j'ai eu aucun problème. Ouais, t'as carbé combien de grammes par... J'ai, premièrement, carb load légendaire. Là, les gens qui écoutent le podcast, vous me connaissez. Là, vous savez à quel point je suis capable de carb loader. À 18h, c'est terminé. J'ai bien dormi cette nuit-là. T'as-tu pris beaucoup de liqueur comme les autres fois? Oui, exactement. Beaucoup de liqueur. Les repas, j'ai mangé vraiment... après avoir parlé avec toi, tu sais que tu me disais que là, toi, tu voulais essayer d'arrêter le solide la journée d'avant. Moi, je suis rendu... on peut faire un aparté là-dessus. Là, parce que dans mon dernier marathon, les gens, tu sais, ça peut acquérir certaines personnes, mais il a encore fallu que j'arrête de chier. J'ai fait une minute plus lente que l'année passée, mais avec une minute de chiasse. Là. C'était pas de la chiasse, là, c'était un étron. Un caca. Fait que là, j'étais comme, bon, là, comment que je fais pour régler ça? Est-ce que la veille, c'est une diète liquide, moins de solide pour essayer de clearer tout ça? Parce que, tu sais, clairement, c'est un facteur. Là. On s'entend. Là, c'est sûr, c'est un facteur. Moi, mettons, je vise 2,29,59 un jour, puis j'aimerais ça le faire. Ben, si à chaque fois, il faut que j'arrête une minute et demie de chier, c'est littéralement la merde. Il faut que je le calcule dans mon équation quoi, de mon allure. C'est pas le fun. Fait que, on va essayer ça, je pense. Mais moi, ce que j'ai fait, justement, parce que le carb load, le déjeuner, j'ai déjeuné quand même rough avec des crêpes, tu sais, à fond. Là. Ben, OK, tu faisais la journée d'avant. La journée d'avant. Fait que le déjeuner à bloc, après ça, dîner, souper, vraiment une portion plus petite. C'est contre-intuitif parce que tu carb load, mais une portion plus petite de ce que je mange d'habitude. Fait que, tu sais, même mélange de protéines, glucides, lipides dans mes assiettes, mais vraiment en plus petite quantité. Le soir, j'ai mangé deux tacos tout petits, mais mon carb load se faisait dans le liquide. Puis le lendemain, le matin, je me suis réveillé, 2 toasts avec margarine, sirop d'érable. Puis 2 scoops de Upica dans ma bouteille pendant ce temps-là. J'ai pris un Red Bull 45 minutes avant la course. J'étais allé chier dans la toilette publique. Dans le fond, j'ai jogué de chez ma blonde jusqu'au départ. C'était à peu près 2 kilos. Fait que j'ai jogué jusque-là comme un genre de warm-up. J'étais arrivé là, j'avais envie. J'étais allé chier. Je suis pas retourné à la toilette jusqu'à quasiment 18 heures le soir. Là. Puis j'ai eu aucun problème. Puis pendant la course, ça, là, d'avoir une bouteille dans ma main, là, moi, le monde devrait faire ça. Je comprends pas pourquoi. À moins que tu sois rendu, là, puis quand tu es rendu à ne plus vouloir de bouteille dans ta main ou quand c'est rendu un enjeu, ben tu vas avoir une bouteille élite. Oui, exact. Fait que si tu es rendu à un niveau où est-ce que d'avoir une bouteille dans ta main, ça te dérange? C'est une bouteille de 414 millilitres, c'est pas lourd. Là. Puis elle se tient tout seul dans ta main. Si tu es rendu à ne pas vouloir ça pour ta performance, ben tu es rendu à avoir des bouteilles élites sur le terrain, sur le parcours de toute façon. Puis là-dedans, j'avais 414 millilitres, j'avais
50 grammes. Fait que un scoop de UPK Endurance, un scoop de Carb Boost dans ma bouteille. Ma blonde était au milieu, elle m'en a donné une autre. Fait que avec ça, tu t'assures d'avoir au moins ton liquide, tes électrolytes. Tout, si tu descends ta bouteille, c'est réglé. Là. 52 grammes, puis après ça, j'étais avec un gel Morten à chaque 30 minutes. 25 grammes. Puis ça me donnait 95, genre 90-95 grammes de glucides. Aucun problème de digestion, aucun mal de cœur, puis aucun problème d'hydratation parce que tu t'assures de l'avoir. Ça, moi, c'est mon conseil que je donnerais à tout le monde pour vrai. Oui, puis je suis absolument d'accord avec toi parce que moi, mon dernier marathon, justement, en mai, c'est exactement le même struggle que j'avais. Je me demandais si je me mettais une belt ou pas pour avoir une gourde parce que je l'avais pas à la main. Mais, mettons, le struggle, c'est que mettons, moi, je suis pas un élite. Toi non plus, malheureusement. Puis 99,9999999% des coureurs qui nous écoutent sont pas des élites, nécessairement. Ben, en fait, il y a beaucoup d'élites qui nous écoutent, là, tu serais surpris. Mais... Ah oui, c'est vrai, dans le fond. C'est vrai, Chris, c'est vrai. Mais, mettons que t'es rendu... C'est vrai, Anne-Marie et JB qui écoute mon podcast. Anne-Marie, première Canadienne au Marathon d'Ottawa, qui, elle, avait sa bouteille sur le parcours. Ah, tu vois, regarde. Fait que, tu sais, mettons que t'es rendu à 2,20 sur le marathon, tu l'as, ta bouteille. Mais mettons, moi, je vise 2,30 ou 2,32. Je suis dans la zone où il faut que je prenne du Gatorade dilué par l'organisation. C'est mieux que rien, mais c'est pas assez pour ce que j'ai de besoin. Fait que là, je suis comme dans un struggle de... Tu sais, mon marathon, c'était correct parce qu'il a fait 10 degrés. L'hydratation n'était pas tant un enjeu que ça. Mais là, je carburais au gel. J'ai pris 90 grammes à l'heure sur des gels. Mais j'aurais aimé ça, avoir une bouteille. Mais moi, j'étais... Dans ma tête, je l'avais pas dans ma main, je l'avais dans ma belt, puis là, ma belt, elle me serre le ventre, puis j'étais comme, j'ai déjà des problèmes là, je vais pas me mettre une pression de plus sur le ventre, fait que je suis parti pas de bouteille, mais c'est quand même un enjeu, parce que là, t'es comme dans une zone que, si tu fais 10 minutes plus vite, tu l'as ta bouteille, puis là, on est comme dans une zone que tu l'as pas. Une bouteille dans ta main, mon gars, c'est pas facile. Ça change rien. Moi, je suis sûr que ça change, man. Ben, en même temps, ça change quelque chose 100% parce que t'as du poids. T'as 500 millilitres, mettons, dans ta main. Fait que c'est du poids, mais je comprends, là, tu sais, je veux dire, c'est rien. D'après moi, c'est des virgules en esti, là, mettons quelqu'un qui va acheter... parce que c'est quoi le coût les Pumas au lieu des Adidas, parce que les Pumas, ils ont 3 grammes de moins. Ben là, si tu traînes 500 millilitres dans ta main, tu viens clairement de oui, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que la personne qui va acheter les Pumas au lieu des Adidas... n'a pas besoin d'acheter les Pumas au lieu des Adidas. C'est 100%. Parce que la personne qui est rendue à calculer les grammes puis que les grammes de souliers, c'est vraiment important, il va se les faire donner. Oui, c'est ça, exact. Tu comprends? Je suis 100% c'est comme en vélo, là, ceux qui prennent le Dura-Ace à la place du Ultegra. Là, sur ton, c'est comme, quand tu es rendu à avoir besoin du Dura-Ace, ils vont te le donner, le Dura-Ace. Je suis d'accord avec toi. Fait que c'est le même principe. Moi, je me dis, c'est quoi le coût de ne pas boire assez est tellement plus grand que le poids que tu as dans ta main. C'est fou, là. Je dirais pas que c'est vrai pour quelqu'un qui fait 2,10 sur marathon, puis que là, lui, c'est vraiment important pour lui. Exact, mais lui, il a la bouteille mais lui, sur le parcours. C'est ça, à chaque 5 kilos, il n'a pas besoin. Mais toi, si, mettons, tel drink, tu l'aimes pas, ou ben non, tu trouves qu'il est trop dilué, puis c'est finalement juste de l'eau qui te donne, ben, ça affecte ta performance, entre guillemets, un petit peu pareil. Là. Ceux qui étaient au marathon d'Ottawa, aussi, juste une mini aparté à ce sujet-là, j'ai trouvé ça quand même chiant parce que sur les ravitaux, c'était Exact qui était le fournisseur officiel de ravitaux, puis il y avait 4 points de ravitaillement avec des barres Exact, mais sinon, sur les ravitaux, c'était soit les électrolytes Exact ou de l'eau. Fait qu'il n'y avait aucune boisson de glucides au ravito. Fait que si, mettons, tu te comptais juste sur le marathon pour ton ravitaillement, il fallait que tu prennes systématiquement les barres et les électrolytes à chaque arrivée. Mais j'ai l'impression aussi que c'est pas tout le monde qui est au courant que la boisson d'électrolyte, elle n'a pas de carbs, que tu penses que tu prends ça, t'es correct. Mais ouais, en tout cas... Ben non, mais c'est vrai, là. Puis là, mettons... honnêtement, j'ai déjà couru 2,38 sur marathon en regardant aucunement les carbs que j'ai pris. Probablement que j'aurais fait bien mieux à ce moment-là, mais ça reste un facteur de performance, entre guillemets, là, qui est important. Fait que, surtout pour nous qui essayons de grappiller des secondes, puis on est loin d'être élite, mais qu'on veut s'améliorer un peu. Fait que ton 20 grammes de carbs, c'est une grosse différence, là, si tu le prends pas. Énorme différence, Puis non, c'est ça, fait que ça n'a aucun problème de rien d'autre que le pacing. Tu sais, aucun problème gastrique, aucune envie d'aller à la toilette, rien de ça. Ben ça, c'est extrêmement positif aussi. Là. Vraiment. Parce que tu t'es mis dans une zone
orangé, on va dire, pas rouge, là, mais orangé pendant un très long moment, puis ça peut mal virer. Pendant un bout, c'était Bourgogne en estime, mon enfant. Mentalement, c'était Bourgogne. Ouais. C'était encore orangé dans ton corps, probablement. Là, mais, J'ai vu le premier ministre Ah qui était debout, qui applaudissait sur le perron de... J'ai oublié c'est quoi le nom de cette maison-là. Je pense que non, c'est la maison du gouverneur général qui était là. Il était là, puis checkait le monde passer. Fait que non, belle expérience. Puis j'espère que vous avez aimé ça, gang. Le nombre de personnes même, qui m'ont parlé de cette série-là, là, en route vers le marathon, puis aussi le nombre de personnes qui m'ont cheeré sur le parcours, qui me parlaient, qui m'interpellaient pendant la fin de semaine au complet. Vous êtes nombreux, gang, puis dans des événements de même. Quand je me promène dans la rue, puis qu'à Vanier, ici, pas beaucoup de monde qui me reconnaissent, là, mais quand je vais dans des événements de sport, il y a une surreprésentation du monde qui écoute le podcast, puis vous êtes une asti de gang à écouter le podcast. Fait que merci Charles pour le suivi. Ça fait plaisir. Puis là, man, on va refaire ça pour le Marathon de Québec. Je pense que oui. Puis malheureusement, j'aurais tellement aimé ça être là, mais je pourrais pas être là à cause du travail. Mais en tout cas, si tu décides de faire un autre marathon plus tard, je vais essayer d'être là, c'est sûr. Puis, fais-tu seul? C'est quoi ton prochain plan, toi? Moi, je viserais un marathon d'entraînement mi-octobre, fin octobre. Justement, peut-être du Cheney à voir en zone 3, dicté par le cœur, sans exagération, pour m'entraîner. Et là, je vais peut-être faire une folie encore. Ça, c'est... De 100 kilos, là. Ouais, c'est une destination. Ça, je m'estime avec ça. Puis là, je veux l'approche des fréquences cardiaques encore une fois, que j'ai essayé d'appliquer dans mon dernier, puis que j'ai pas... Après 20 kilos, j'ai décidé d'abandonner complètement comme un... T'as décidé d'abandonner les fréquences cardiaques. Parce que le pace, il y était pas, genre? Ah non, j'étais sur le pace. Ouais. C'est juste que j'étais à mon seuil après 30 kilos, puis il me restait 70 kilos à faire. Ouais. Puis là, j'ai comme fait, ça va passer. Ça va passer. Et évidemment, ça n'a pas passé. Ouais. Mais là, je vais le faire comme LT1, un peu plus bas que LT1. Ouais. Puis je vais essayer de gérer ça comme ça. Puis ça serait peut-être mi-novembre en Arizona, avec un ou deux amis qui veulent peut-être venir se joindre. Puis ça va être extrêmement Bourgogne au niveau mental. Puis c'est sur une piste de 1 mile. Autour d'un petit lac. Puis, mais c'est les championnats américains de 24 heures. Il y a du monde qui font pire que moi, qui vont faire 24 heures autour de cette boucle-là. Mais l'avantage énorme, c'est que c'est un 1000. Fait que tu sais, ton ravito, tes glucides. T'as toutes tes affaires quand tu veux. Puis moi, je suis comme rendu dans une zone que je veux assez de faire en bas de 7 heures sur 100. Puis là, je me dis, bon, même si j'arrête 30 secondes, changer ma bouteille, me remettre 2-3 gels, puis je repars. So be it. Ça va être bien correct dans mon calcul de temps. Puis si je fais 7h04, je vais être aussi content que si j'aurais fait 6h56. Fait que je vais essayer ça. Mais c'est sûr que je refais un marathon à l'automne quelque part. Là. Mais sinon, ça va être Arcana 42 début septembre. That's it. Ce serait une belle course préparatoire. Peut-être, oui, effectivement. Là, je fais en famille, on fait la semaine prochaine le backyard de Lévis. Ah ouais? En famille, c'est une affaire de famille. Moi, je vais pas me rendre malade. Là. J'ai écouté le backyard de BPN, là, qui est une compagnie américaine. Ils ont fait un backyard au Texas. Les gars, ils se rendent à 55 tours. Je pense qu'ils ont à 56 tours, ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il y avait eu genre des orages et tout. Ouais, ils sont obligés. T'as pas le choix. C'est pour. C'est comme mais il restait 2 gars, ça faisait 30 tours que les deux étaient tout seuls. Puis c'est le fun jusqu'à temps que ce soit plus le fun. Honnêtement, tu sais, pour avoir fait 3 backyards dans ma vie, mettons le premier, j'avais passé de 30 heures, puis je m'étais donné l'objectif de passer 30 heures, puis j'ai arrêté à 30 parce que j'étais écœuré. Pas écœuré de la course elle-même, mais écœuré de courir. Ça me tentait plus, fait que j'ai dit, bon, je vais arrêter. La deuxième fois, même chose, à 34-35. Puis la troisième fois, c'est un ischio qui m'a arrêté. Autour de ça aussi, 35-36, je pense. Mais c'est dur de demander... Tu sais, on dirait que ton mental, à un moment donné, il est comme... C'est même pas comme dans une zone Bourgogne mentale. C'est dans une zone sous-activée mentale. De dire comme... Il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Je peux aller faire d'autres choses. Je peux aller faire le brunch. C'est ça, exact. Tu sais, j'admire les athlètes de backyard pour ça. C'est qu'ils sont tellement capables de faire obstruction. Là. De fermer le cerveau complètement. C'est ça. Puis tu sais, on s'entend, là, la limite, si t'es pas blessé, c'est extrêmement mental. C'est juste mental. Puis de demander, moi, mon cerveau était comme trop ennuyé, 2 fois sur 3 pour dire tu continues, puis je suis comme je m'en vais, ça me tente. Mais il y a un gars qui je l'entendais parler, puis là on passe vraiment sur une tangente qui n'a rien à voir avec le marathon d'Ottawa, là, mais le gars il est arrivé en disant j'accepte que c'est ma vie maintenant. Fait que genre
Ça pourrait être... Jusqu'à la fin des temps. Ça pourrait être le reste de ma vie, genre. Le gars, il est arrivé en voulant gagner, Ben, en, tu vois, moi, en commençant, puis en disant, j'accepte que pour la vie, c'est ça maintenant. Wow. Fait que là, c'est comme ça te dit sur c'est quoi. Lui, il pense pas au brunch, là. Lui, il se dit, ma vie, c'est à chaque heure, je repars. Ouais, mais tu sais, ben, regarde, c'est ça, c'est exceptionnel parce que moi, mettons, tel dimanche avant midi, puis j'étais comme, ben, tu sais, je travaille demain soir. Lundi après-midi, je travaillais, puis j'étais comme, là, tu sais, faut que j'aille travailler. Exact. Faut comme tu prennes 2 semaines de vacances autour de ça. Mais c'est pour ça aussi que la distance marathon, je l'aime tellement. Oui, c'est short. Autant en termes d'intensité, c'est tough, mais comme à 7 heures, ça a commencé. À 11 heures, je brunchais avec mon beau-père et ma blonde. Tu sais, puis la journée était à moi encore. Là. Comme j'ai pu arriver là, cheerer, parler au monde, finir la course, chiller avec JP et Anne-Marie, justement, qui étaient là, leur parler un peu, marcher jusqu'à... Puis tu finis à temps pour vivre ta journée, là, tu sais. Tandis que c'est ça que j'aimais pas vraiment dans les ultras, c'est que quand ça commence à être ennuyant, c'est ennuyant, Chris. Ouais. Mais tu fais genre, hey man, ça finit pas. Ouais. Une fois par année, tu sais, des très longues, maintenant, je me suis donné ça comme devise de pas exagérer parce que j'avais une tendance à faire du 100, du 162 3 fois. Là. Mais tu sais, justement, même entre elles, un 42, c'est 4 heures pour moi, 5 heures. C'est quand même raisonnable encore. À midi, t'as fini. À midi, t'as fini, c'est ça. Puis, tu prends une bière l'après-midi, c'est relax, puis c'est des belles zones. Mais non, moi, j'adore. Je suis rendu plus un gros fan du 42, peu importe l'asphalte ou la trail. Mais ouais, hey, félicitations Anne-Marie, on n'en a pas mentionné. Puis j'avais fait un petit screenshot pour terminer notre discussion de... T'as fait un screenshot? Good job Anne-Marie, qui est la première femme canadienne. Ouais. Un beau gros chèque qui vient avec être le premier ou première canadienne au marathon d'Ottawa. Ah ouais? Félicitations d'ailleurs. Yes. C'est le coureur canadien qui... son nom m'échappe présentement. Rory Linklater. Ouais, exactement. Il a fait 2h08 le marathon de Boston. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. À 3 flats, 2h07. Puis 3 semaines plus tard, exactement, il a fait 3-2 du kilomètre, 2h08 à Ottawa. Ouais. Mais j'encourage les gens. Lui, il a une chaîne YouTube. Puis il a fait un épisode sur qu'est-ce qu'il faisait entre les 2 marathons. OK. Fait que qu'est-ce qu'il a fait entre les 2? Ben, il a récupéré certainement. Ouais, non, mais il faisait un training de tempo, là. Mais lui, il disait la semaine tout de suite après Boston, ça a été vraiment mollo. Son coach, c'est le même coach que Molly Seidel, qui est arrivé 3e aux Olympiques de Tokyo, si je me rappelle bien, là, au marathon. Puis son coach, il disait la seule raison pour qu'on est capable de faire ça maintenant, c'est à cause des souliers. Ou c'est grâce aux souliers. Oui, puis là, il expliquait que la première semaine, il avait chillé. Mais vous aurez écouté l'épisode, là, il disait qu'il avait chillé un peu, puis là, il faisait des petites accélérations, mais juste pour toffer un peu des rappels mécaniques. Ouais, puis comme de fait, il était encore là. C'est sûr que, tu sais, qu'on soit pour ou contre les super mousses ou les super souliers ou peu importe les plaques, moi, personnellement, je trouve que au day-to-day, ça te permet de refaire un effort plus rapidement. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu devrais refaire un gros effort plus rapidement? Ça, c'est discutable. Est-ce que tu devrais faire 2 marathons à bloc en 3 semaines? Moi, j'en ai fait l'année passée. Puis, tu sais, le premier, j'ai été à bloc, mais j'ai complètement cassé. Puis le deuxième, j'ai fait pas loin de mon PB. Fait que, tu sais, je l'ai fait quand même, puis je te confirme que c'est possible. Mais lui c'est un autre stratosphère, là. C'est comme... C'est genre 2h07, 2h08, c'est complètement différent. C'est fou, hein? Il est arrivé 2e à Ottawa, puis c'est juste fait kicker à la fin. Là. Il était dans la course jusqu'à la fin. Là. Je pense que c'est comme par 20 secondes qu'il est arrivé 2e. Là. Lui, il avait ses bouteilles sur la table. Là. Lui, il avait ses bouteilles sur la table. Il avait le droit, puis le best pour les gens dans mon range de vitesse, c'est que toutes les élites sont passées. Des fois, il reste des bouteilles sur ces tables. Fait que t'es grab. Fait que tu peux grabber. C'est juste qu'à un moment donné, c'était un petit peu plus loin, mais là, il y en a déjà qui les ont grabbés et tu les as pas. Mais... Oui, il y a quelqu'un qui a fait comme à Tokyo, justement, puis qui a ramassé la table au complet pour toutes les kick-outs. Ça fait chier. Je me rappelle pas c'était qui. Je pense que c'est un français. Ça fait chier, en tout cas, je sais pas. Peu importe. Mais ouais, ils avaient tout... Tu le voyais, là, ils faisaient un peu exprès là, de toutes les ramasser pour ramasser la sienne. C'est tellement une merde. Cool. Ouais. Merci beaucoup, man. Yes. On se reparle.